Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Club. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et comme chaque semaine, c'est une vidéo résumé WWE de la semaine. Donc cette fois, c'est un résumé WWE de la semaine du 11 au 17 janvier 2021. Et donc, comme chaque semaine, je vais reviewer tous les shows de la semaine de WWE. Et je vais commencer par Raw. Alors avant de parler de Raw, je voulais parler d'une petite information concernant Drew McIntyre. Alors Drew McIntyre euh, a été révélé atteint du virus. Et donc, il a eu quelques promos pendant le show pour voilà, parler de Goldberg, de son affrontement contre Goldberg au Royal Rumble, pour préciser qu'il serait bien au Royal Rumble. Et donc voilà, on va attaquer maintenant avec les matchs qu'il y a eu pendant le show. Je vais pas parler des promos parce qu'il y avait rien de sensiblement intéressant. Et donc, on va commencer avec Charlotte Flair contre Lacey Evans. J'ai mis 2 étoiles. J'ai trouvé ça vraiment cringe et mauvais. C'est quand même peut-être la meilleure performance de Charlotte Flair depuis son retour chez WWE, mais ça reste vraiment mauvais. Le storytelling est mauvais avec Lacey Evans qui gagne grâce à notre ami Ric Flair. Enfin voilà. Ça dure 12 minutes, c'est bien trop long pour ce que c'est. Euh, Charlotte botche son finish en plus, donc c'est loin d'être fou. Et donc voilà, pour moi, c'est un 2 étoiles. On passe maintenant à Jackson Ryker contre Jeff Hardy. Alors ça a duré 49 secondes. C'est une victoire de Jackson Ryker. Euh, j'ai mis 0 parce qu'il n'y a rien en fait dans le match, c'est vide. Mais ça va surtout servir à ce qui va être amené après. Elias va être provoqué par Jeff Hardy parce que Elias est intervenu dans le Ryker Hardy un peu plus tôt. Euh, du coup, Elias il va dire à Jackson Ryker de ne pas intervenir dans le prochain match. Et c'est ce qu'elle va faire, parce qu'on va voir Jeff Hardy contre Elias, ça va durer cette fois-ci 4 minutes. Et c'est une victoire de Jeff Hardy avec tout ce qu'il y a de plus basique, Twist of Fate, Phantom Bomb. C'est un bon match, sans plus. Je veux dire, j'ai déjà vu ça des milliers de fois, j'ai mis 2,5. C'est un match de 4 minutes entre deux workers qui sont moyens et qui font du taf moyen. Voilà, c'est tout simplement ça. Jeff Hardy contre Elias, en tout cas, selon moi, ça dure que 4 minutes et il n'y a rien à rate. J'espère pas que c'est la fin de l'alliance Elias contre Jackson Ryker, étant donné euh, qu'Elias est un peu la vérité universelle pour Ryker et que là il perd un match devant lui. Voilà, et voilà, j'ai eu peur que ce soit ça qui soit teasé en tout cas. On va passer désormais à un match par équipe, Keith Lee et Sheamus contre John Morrison et The Miz. Alors, c'était un match assez intéressant quand même. Au point de vue des workers, c'est pas spécialement surprenant. En tout cas, personnellement, c'est mon match préféré du show. J'ai mis 3 hein, pour vous dire la qualité du show en termes de match n'est vraiment pas folle. Voilà, moi, c'est mon match préféré du show. Personnellement, j'ai mis 3. Ça dure 13 minutes. C'est une victoire de Keith Lee et de Sheamus. Après le match, on va voir une provocation entre Keith Lee et Sheamus qui va déboucher à un match entre les deux hommes. Keith Lee va battre Sheamus en 7 minutes. Voilà, en 7 minutes, on s'en fout. Spirit Bond, ça dégage. Sheamus, le push est mort. Le match est même pas bon. C'est un 2,25 pour moi. Déjà que leur premier match n'avait pas été bon, alors là, si c'est encore moins bon, enfin, c'est compliqué. Voilà, c'est très compliqué. En tout cas, ce match, pour moi, c'est un 2,25 et rien de plus. C'est deux workers qui peuvent faire d'excellentes choses sur le ring, Keith Lee et Sheamus. On l'a vu pour Keith Lee et NXT, on l'a vu les précédentes années pour Sheamus, et même on le voit encore aujourd'hui. Il a certains vraiment matchs de qualité, par exemple contre AJ Styles, il y a quelques semaines, j'en avais parlé. Mais là, voilà, c'est pas bien, c'est pas intéressant. C'est un 2,25 parce qu'en soi, les deux workers savent faire des choses sans botcher, mais c'est tout, quoi, rien d'intéressant. On passe maintenant, suite à la blessure de Kofi Kingston, à Xavier Woods qui est tout seul, qui n'est pas accompagné par Kofi Kingston et qui affronte T-Bar. T-Bar qui est quant à lui accompagné par Mace, Mustafa Ali, Reckoning et Slapjack, donc le reste de Retribution. En soi, le match, ça va, j'ai mis 2,5, j'ai trouvé que c'était bien construit, que ça build à mon avis Retribution pour être les prochains challengers au championnat par équipe. Hein. Retribution maintenant veulent le championnat, j'ai l'impression. Alors qu'ils étaient là pour tout casser, maintenant ils se sont rangés. Ils veulent des titres, apparemment. J'espère pas que c'est pour ça, parce que ce serait quand même pas logique d'un point de vue du principe de rétribution, tout simplement. Et donc voilà, ça dure 5 minutes, c'est de la bonne action. Xavier Woods et Tibar, bon, Tibar c'est Dominique Dijakovic, donc forcément ça va être beau. C'est un 2,5, c'est pas dégueulasse. Voilà, c'est pas dégueulasse. On passe maintenant à Bobby Lashley contre Matt Riddle. Pour le titre US, Matt Riddle qui est celui qui était vraiment construit pour aller affronter Bobby Lashley ces dernières semaines, donc je trouve ça logique qu'on ait ce combat. Et du coup, victoire de Bobby Lashley en 2 minutes, par soumission, avec son Heartlock au calme. Voilà, on s'en fout de Riddle, 2,25. Voilà, je mets 2,25 parce que les deux mecs sont quand même super.
Les deux mecs sont vraiment ultra intéressants. Riddle, depuis qu'il est dans le main roster, il m'intéresse énormément. Bobby Lashley, depuis leur business, il m'intéresse énormément. Et dans le ring, en soi, ça dure que 2 minutes, mais c'est bon, quoi. Tu sens que les mecs ont un truc dans le ring, et ça dure que 2 minutes. Et tout le challenger que tu as construit pendant des semaines et des semaines pour aller affronter Bobby Lashley, bah, il s'en va en 2 minutes, quoi. C'est complètement con, c'est une décision de booking à la con, c'est voilà, j'adhère pas tout simplement et j'ai même pas spécialement envie d'en parler parce que bon, on s'en fout. De toute façon, c'est que Riddle dans l'esprit de WWE, c'est pas grave, mais voilà. Mais c'est quand même triste parce que le titre US, il y a peu de monde qui peuvent aller challenger Bobby Lashley concrètement. Et en soi, Riddle, c'était le mec vraiment bien construit pour y aller. J'espère qu'on aura un rematch entre les deux, mais même au point de vue de ce qu'on a eu après, ça ne m'étonnerait pas, même si j'espère juste pas que Riddle se fera squasher cette fois. Euh, Riddle a battu MVP après le match. Il y a eu un Riddle, il a challengé MVP pour un match. Riddle a battu MVP en 1,25 par DQ. Voilà, par DQ, parce que DQ. Parce qu'il faut pas décrédibiliser MVP. Hein, et puis surtout, pardon, parce qu'il faut continuer la feud pour aller re-squatcher Riddle au Rumble. C'est sûrement ce qui va se passer. J'ai peu d'espoir en ce que Riddle fasse 10 minutes pour Lashley. Voilà. Parce que là, j'avais vraiment de l'espoir pour que le combat dure genre une quinzaine de minutes, du bon catch, du super catch et tout, parce qu'en soi, ce qu'on a vu, c'est pas dégueu hein, non plus, même si ça a duré que 2 minutes, mais voilà. Et donc, du coup, voilà, victoire de Riddle en 1,25 par DQ. On passe maintenant à un nouveau match qui était dans le but de vraiment de construire AJ Styles. Et AJ Styles a affronté Drew Gulak, donc laissez-moi vous dire que le match était vraiment sympa. J'ai mis 2,75. Le problème est que ça dure que 3 minutes et que vu le niveau des deux catcheurs, bah, j'ai envie de voir bien plus. J'ai envie de voir un match entre les deux qui dure 15 minutes, quoi. Comme Gulak avait fait contre Bryan et du côté Elimination Chamber 2020. Bah, j'ai envie de voir bien plus de Gulak Styles, parce que ça peut être fantastique. Et de toute façon, Styles, tu peux avoir un mauvais match. Styles, c'est impossible d'avoir un mauvais match contre lui, le mec, il gère tellement AJ Styles, il est fantastique, ce mec, c'est waouh! Et Gulak est très bon dans le ring également, donc forcément, ça donne quelque chose de super. Et que ça dure que 3 minutes, et 2,75 pour un match de 3 minutes, je pense que c'est vraiment bien payé. Et vu le niveau des deux workers, ça ne m'étonne absolument pas qu'on ait un match de ce niveau-là. Et du coup, on va passer maintenant à ce qui a servi de dernier match à Raw, Nia Jax et Shayna Baszler contre Dana Brooke et Mandy Rose. Euh, Victoire de Jax et Baszler en 3 minutes 20. C'est pour les rebuilder pour un rematch contre Asuka et Charlotte Flair, très probablement pour les championnats par équipe féminin, même si je pense qu'en ce moment le plan c'est plutôt Evans et Royce contre Asuka et Flair pour les titres tag féminins. Voilà, Jax et Baszler qui battent Brooke et Rose en 3 minutes. Je mets 1,5 hein, parce que c'est pas ouf, c'est clairement pas ouf. Il n'y a rien de spécial à retenir en tout cas de ce combat. Et du coup, le show se finit par une brawl. Alors oui, il faut savoir, j'ai oublié de le dire, il faut savoir qu'en début de show, il y a eu une provocation entre Triple H et Randy Orton. Ça a fini sur on va avoir un match. Ce qui ne m'intéresse absolument pas de voir Triple H contre Randy Orton en 2021, désolé. Je suis pas un vieux boomer de sang qui veut voir deux mecs qui se sont affrontés en 2002 se réaffronter. Désolé, mais j'aime la nouveauté dans le catch. Enfin, même si c'est pas la chose que je recherche en priorité, j'ai pas envie de voir Triple H catcher contre Randy Orton comme les mecs le faisaient quand ils étaient ensemble dans Evolution. Enfin, du coup, non, ils se catchaient pas l'un contre l'autre, mais voilà, vous m'avez compris. Et enfin voilà, j'ai pas envie juste. Et du coup, les deux mecs font leur entrée, ils se battent, il y a pas de cloche, il y a pas la cloche qui sonne. Non, c'est juste un gros fight entre les deux. Ils se battent un peu à l'extérieur du ring. T'as Triple H, il prend son sledgehammer, un peu rappel, voilà. Ça, je m'en fous. Quand il y a un moment, il y a la lumière qui s'éteint. Triple H, il a disparu, hein, parce que Triple H, c'est le film, faut pas déconner. Voilà, je sais pas quoi dire. T'as Alexa Bliss qui arrive et qui fout une fireball dans le visage d'Orton. Voilà, et ça s'arrête comme ça. Je m'en fous, j'ai pas envie de voir ça. J'espère pas qu'on aura Triple H contre Randy Orton au Royal Rumble. C'est tout ce que je veux pas voir. C'est tout ce que, voilà. Raw est pas bon. Raw est vraiment pas bon, comme vous avez pu le voir dans la qualité des matchs. S'il y a un truc que je conseille, c'est Kisly et Sheamus contre Morrison et Miz, parce qu'en soi, les mecs sont bons, quoi. Mais Raw est vraiment pas bon, putain. Je me dis, j'ai regardé ce Raw, je me suis dit, mais où on va, quoi. C'est, il y a quelques semaines, il y a peut-être 3-4 semaines, j'aimais bien Raw. Voilà, ça allait. Mais là, ça fait 2 semaines, Raw, c'est atroce, quoi. Raw, c'est pourri. Oui, jusqu'à la moelle, Raw, je peux pas.
Du coup, on va passer à Main Event. Main Event, du coup, un peu on s'en fout comme d'habitude, mais avec deux matchs bien sympas qu'on a eu quand même, ça allait. On va commencer avec Angel Garza contre Akira Tozawa. Comme vous vous doutez, c'était sympa. J'ai mis 2,75, c'est pas le meilleur match du show. J'ai trouvé franchement que ça allait en termes de combat, ça dure que 7 minutes. C'est une victoire d'Angel Garza avec son Wing Clipper. Ils ont eu peu de temps, c'était vraiment évident vu que ça ouvrait un show comme Main Event et que ça serait pas mémorable hein, par définition. Mais il y a des bonnes séquences, il y a eu des bonnes soumissions de Tozawa, le match est pas super intéressant, mais vu le niveau des deux workers, ça me fait foutre de 75 parce que les mecs font un bon match en 5 minutes. Ils ont 5 minutes, ils font un truc. Voilà, ils ont 5 minutes. Et voilà, victoire d'Angel Garza qui continue à être un peu buildé, même si on le voit pas à Raw, à part pour perdre le niveau de T47 distrait par le Boogeyman. Mais voilà. Mais voilà. Et on va passer maintenant au main event de main event. Slapjack contre Humberto Carrillo. Ça a duré 8 minutes, je trouvais ça bien. Je suis content de voir Carrillo sur le ring, parce que tant qu'il n'est pas utilisé pour une promo avec son manque de charisme atroce, ça va. Tant qu'il est sur le ring, il est bon Carrillo, je suis content de le voir. Je pense que Main Event, c'est même la bonne place pour Humberto Carrillo finalement. Slapjack, du coup, Shane Thorne, il a mis une bonne performance. Voilà, il a fait peut-être la meilleure performance que j'ai pu voir de lui en tout cas, à part en TM61, voilà, contre EOP en finale du Dusty Classic, il me semble 2017, si je dis pas de bêtises. Euh, mais du coup, voilà, la séquence de finish est bonne, pas trop d'intervention de rétribution. Ça m'a fait un peu profiter du match, j'ai mis 3, voilà. Encore une fois, c'est main event, je me conseille de rien voir. C'est pas intéressant. C'est juste je m'en fous. On met deux catcheurs l'un contre l'autre et on fait rien de bien intéressant. C'est ça le principe de main event. Même si ça reste toujours cool étant donné le niveau des workers qui sont présents sur les cartes d'ailleurs. Je me demande pourquoi c'est des workers aussi bons qui sont dans des shows comme main event d'ailleurs. Parce que Karsa, Tosawa, quand même, ça envoie du lourd en termes de niveau in-ring. On va passer maintenant à NXT. On va parler de NXT et c'était le show des débuts du Dusty Rhodes Tag Team Classic. On en reparlera également en fin de show avec 5 Live du Dusty Rhodes Tag Team Classic. Mais du coup, le show s'est ouvert avec Candice LeRae contre Shotzi Blackheart. Et donc du coup, Candice LeRae contre Shotzi Blackheart, c'est un match qui m'a bien plu puisque j'ai mis 3,5. J'ai trouvé que c'était vraiment un très très bon match. C'est d'ailleurs mon match préféré du show. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment de la bonne action entre les deux catcheuses. Que c'était que du bon catch. Ça dure pas trop longtemps, ça dure 11 minutes. Hein. C'est pas, c'est pas trop long. Et c'est vraiment bien fait en termes de catch. Bon finish avec le grand swinging neckbreaker de Candice LeRae du haut de la troisième corde. J'ai trouvé vraiment très bien. Voilà, le finish est bon, il n'y a pas de fausse note, il n'y a pas de botch, c'est très bien amené en tout cas, et pour moi, ça vaut un 3,5. On passe désormais au premier match du Dusty Rhodes Tag Team Classic 2021 masculin, puisque oui, il y a un Dusty Rhodes Tag Team Classic féminin cette année, ça également j'en parle. Et bah, d'ailleurs, j'en parlerai la semaine prochaine, puisque le classique féminin va commencer lors du prochain NXT. C'était des Grizzled Young Veterans contre Ever Rise. Euh, donc du coup, victoire logique de James Drake et de Zach Gibson. De ce match, je lui ai mis la note de 2,75. Voilà, c'est du Grizzled Young Veteran dans le texte. C'est trop mauvais, c'est très bien, même, enfin, je veux dire, parce qu'il y a Ever Rise, ça devient pas trop mauvais. Je suis pas fan d'Ever Rise, honnêtement. Je veux dire, je parle pas de leur work chez Chikara, voilà, je parle de leur work chez NXT, moyen, vraiment moyen, chez Sparker et Matt Partel. Là, ça dure que 8 minutes, donc techniquement, je peux pas trop aller plus loin. Voilà, pour moi, c'est un 2,75. Et rien de plus passe ensuite à un match qui a été amené de par un segment un peu plus tôt en coulisses, voilà, un dessin moqueur de Dexter Lumis pour Johnny Gargano. Et donc Johnny Gargano a affronté Dexter Lumis et l'a battu en 11 minutes, suite à un finish, comme vous vous en doutez, avec de la distraction, des interventions. C'est Johnny Gargano, il dans le texte. C'est chiant à la fin, mais tout ce qu'il y a de produit est même bon par rapport à du Dexter Lumis, c'est du 2,5 pour moi. Je vais pas plus loin parce que c'est un match de Gargano Hill, quoi. La fin est chiante, vraiment. Au début, Gargano Hill, les fins me dérangeaient pas, comme avec le Gargano Ciampa, j'en ai parlé dans mon top 50 du mois d'avril, mais là, je peux plus, quoi. Et non, Gargano Hill, j'ai beaucoup de mal, à part en termes de promo, évidemment, là, je parle en termes de catch. Et mes Dexter Lumis, ça allait, quoi, voilà, et du coup, j'ai mis la note de 2,5. On passe maintenant à un nouveau match du Dusty Rhodes Tag Team Classic 2021.
MSK contre Isaiah Scott et Jake Atlas. Alors MSK, le but était de faire une équipe mystère. On savait pas qui c'était MSK, évidemment. C'est un nom qui a jamais été donné à une équipe, enfin, pas à ma connaissance en tout cas. Et c'est les Rascals qui sont arrivés, les Rascals anciens d'Impact. Donc Desmond Xavier et Wentz qui sont désormais Nash Carter et Wesley. Alors me demandez pas lequel est lequel, j'ai pas encore pu réellement identifier lequel était Nash Carter et lequel était Wesley. Je suis vraiment plus habitué à un truc Rascals, Dez, Wentz, Trey qui est également partie d'Impact. Mais voilà, là c'est juste Dez et Wentz. Et bon voilà. Donc c'est un match de 9 minutes, c'est une victoire évidemment de MSK, Nash Carter et Wesley qui viennent d'arriver à NXT, qui font leur début dans ce show. C'est vraiment un bon match, c'est 9 minutes de bon catch, j'ai mis 3,25, c'est mon deuxième match préféré du show. J'ai trouvé que ça combinait bien, que vraiment les quatre mecs allaient vraiment bien ensemble sur le ring. Ils ont donné un très bon match, ce qui est pour l'instant, de ce qu'on a eu, j'en parlerai tout à l'heure avec vos Five Live, le deuxième meilleur match du début du Dusty Rhodes Tag Team Classic en tout cas. Enfin voilà, c'était vraiment un, un bon match que j'ai bien apprécié et évidemment victoire de MSK pour leur début, c'est logique, je pense qu'ils iront assez loin dans ce Dusty Rhodes Tag Team Classic d'ailleurs. Et donc voilà, on va passer maintenant à Xia Li qui a encore eu un squash contre Valentina Feroz. Cette fois-ci, ça a duré 25 secondes, donc c'était vraiment du rien du tout. J'ai mis 0, tout simplement, parce qu'il n'y a rien du tout, comme je viens de le dire. Voilà, c'est toujours assez intéressant ce qu'il y a avec Xia Li, Boa et leur maître qui n'a pas encore dévoilé son identité par rapport au nouveau personnage de Xia Li et de Boa, que je trouve très très cool, surtout pour Xia Li, mais c'est vraiment du too much sur l'entrée. Vraiment, leur entrée, j'ai beaucoup de mal, c'est too much, vraiment trop too much. J'ai beaucoup de mal quand c'est surtout sur les entrées quand c'est too much. J'ai beaucoup de mal. Et là, ça en est clairement une d'entrée too much. Xia Li, un peu comme là, Karrion Cross également, euh, du côté de NXT également. Et donc voilà pour ce petit squash qui n'a rien d'intéressant en soi. Et on va passer maintenant au main event sur lequel j'ai beaucoup de sel. Adam Cole et Roderick Strong, Undisputed Era, ont affronté Breezango encore dans un match du premier tour du Dusty Rhodes Tag Team Classic. Alors le match a duré 12 minutes pour une victoire d'Undisputed Era, donc Adam Cole et Roderick Strong. Euh, ce que je trouve logique d'ailleurs de faire participer Adam Cole et Roderick Strong au Dusty Rhodes Tag Team Classic, étant donné qu'on voit plus Bobby Fish en ce moment et que Kyle O'Reilly est plus poussé solo, je trouve ça très bien d'avoir fait l'équipe Cole et Strong d'ailleurs. Mais du coup, le match en soi, pour moi, c'est un 2. J'ai mis 2 étoiles. Il y a rien d'intéressant. Le match est construit sur rien du tout. C'est un moment, t'as Adam Cole, il fait une tentative de Panama Sunrise. Tyler Breeze, il a l'autre bout du ring, quoi. Le mec, il passe pour un con, mais c'est risible, quoi, en fait. Je me dis, putain, Cole, tu fais pas ça. Enfin, je sais pas, mais je trouve ça complètement con de faire ça. Ensuite, le finish, c'est rempli d'interventions, c'est chiant à mourir. Le catch développé est pas si mal, hein, franchement, l'in-ring est bon, mais ça sauve pas parce que la construction est à chier, quoi. Je veux dire, y a rien du tout, c'est un match ultra vide qui m'emmerde personnellement. Pour moi, c'est 2, ce qui est dommage compte tenu des deux équipes qu'on a sur le ring, mais ouais, pour moi, je mets 2 parce qu'il y a rien dans le match. Le finish est mauvais. Il y a plein de choses mauvaises dans le match. Donc voilà, pour moi, c'est 2 et Adam Cole et Roderick Strong qui avancent. Donc au prochain tour du Dusty Rhodes Tag Team Classic, qui j'espère d'ailleurs feront de meilleures performances à l'avenir parce que c'est quand même une équipe sur le papier très alléchante, Adam Cole et Roderick Strong, on va pas se mentir. Donc du coup, c'est la fin de ce NXT. NXT était vraiment bon cette semaine, ça allait, à part le main event vraiment, vraiment décevant. NXT était vraiment bon. Candice LeRae contre Shotzi Blackheart est un match que je conseille évidemment, tout comme le match de début des Rascals qui dure 8-9 minutes contre Isaiah Scott et Jake Atlas. Donc les Rascals qui sont maintenant appelés MSK du côté de NXT. Et on passe maintenant à NXT UK. Donc NXT UK qui se déroule comme d'habitude au BT Sport Studio. Hein, ça change pas depuis le retour du Covid. C'est toujours la même chose pour NXT UK. D'ailleurs, j'en parlais parce que j'ai hâte qu'il change de salle, honnêtement, NXT UK. Et du coup, NXT UK a commencé avec Joe Coffey contre Ed Harvey. Ed Harvey qui est une nouvelle recrue NXT UK, qui est un catcheur de 35 ans, qui a fait vraiment plus d'une dizaine d'années, me semble même une quinzaine d'années, dans le circuit indépendant UK,
qui s'appelait d'ailleurs Chas Samuels à l'époque, et Darby qui est quand même un catcheur assez connu dans l'NBA UK, qui a fait des bails chez Rev Pro, chez IPW UK, chez ECW, enfin ECW, ICW du coup, et, euh, voilà, c'est un catcheur assez connu, donc je crois qu'il a catché chez Defiant aussi, mais voilà. Et, donc du coup, Ed Harvey qui a affronté Joe Coffey, j'ai bien aimé la motivation d'Ed Harvey de prouver ce qu'il vaut par rapport à toutes ces années d'expérience. Le storytelling du match était un peu basé sur ça. Personnellement, ça m'a assez intéressé de voir ça. Je trouve que le match était assez bon quand même. J'ai mis 3 étoiles personnellement. L'action m'a intéressé, ce qui se passait autour de Ed Harvey qui veut prouver ce qu'il vaut est super, et Joe Coffey qui lui répond que NXT UK est son royaume et qui revient, qui gagne le match. J'ai trouvé ça vraiment intelligent. Ouais, pour moi, c'est un 3 étoiles, un bon 3 étoiles en tout cas. On passe ensuite au deuxième match du show, c'était Tyler Bate contre Sam Gradwell. J'ai bien aimé le match, j'ai mis 2,75 parce que Sam Gradwell, qu'est-ce qu'il m'intéresse pas du tout ce mec, c'est dingue. Tu peux limite pas être moins intéressant que Sam Gradwell, c'est pas possible d'être aussi peu intéressant que ce mec. Mais non, franchement, je peux pas. Et voilà, et Tyler Bate est super, Tyler Bate fait un très bon travail en tout cas dans le match, il combine bien, bonnes actions, le finish est bien amené, mais moi je mets 2,75 parce que je peux pas m'investir, et même si le combat reste bon, attention, le combat de 2,75 c'est pas non plus une honte d'avoir un 2,75, c'est quand même plus que la moyenne, c'est un bon match évidemment, mais voilà, du coup pour moi c'est 5 minutes de catch basique, qui ne me fait absolument pas espérer en tout cas, et donc je relève pas grand chose d'intelligent, même s'il n'y a pas grand chose de con hein, non plus, mais voilà, il n'y a pas de chose qui m'a fait dire ah, ouais, c'est super ça. Mais voilà, 2,75 du coup, et on passe maintenant au main event de tant attendu pour le championnat NXT UK, Walter contre A-Kid. Le match a duré 14 minutes, ce que je trouve vraiment vraiment court pour un match de titre NXT UK, présenté comme tel, je m'attendais un peu à la même durée que le Walter Dragunov d'octobre, qui avait duré 25 minutes ou un peu plus, je crois. D'ailleurs, j'avais mis 4, le Walter Dragunov, j'avais plutôt bien aimé, même si je n'avais pas adoré comme certains l'ont adoré. J'avais plutôt bien aimé quand même Walter Dragunov, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment cool. Mais du coup, je m'attendais voilà, au même temps, à peu près. Finalement, on n'est que 14 minutes, j'ai trouvé ça vraiment court. Mais en 14 minutes, t'as eu le temps de raconter pas mal de choses, où t'as Ekid avec sa fougue qui va essayer de bousculer Walter euh, pour, euh, pour le battre tout simplement parce que Walter est champion NXT UK depuis plus de 600 jours, et A-Kid avec sa fougue va essayer de le bousculer, il va y arriver un peu avec un bon armwork, et Walter scelle très très bien d'ailleurs, et tout ce que fait Walter a beaucoup d'impact et est vraiment super à voir. Moi j'ai mis 3,5, et évidemment le match est surcoté juste parce que c'est WWE, mais ça je veux dire il n'y a rien à faire, mais voilà, pour moi c'est un bon 3,5, loin le meilleur match du show. Euh, un des meilleurs matchs qu'on a eu en tout cas cette semaine chez WWE. Mais du coup, on va maintenant passer à 205 Live, l'avant-dernier show que je vais reviewer comme chaque semaine. Et donc du coup, 205 Live était composé de deux matchs. C'était deux matchs du Dusty Rhodes Tag Team Classic 2021, du premier tour. Et on a eu en opener la Legado del Fantasma, Joaquin Wilde et Raúl Mendoza, accompagné par Santos Escobar, évidemment, contre Samir Singh et Sunil Singh, les Bollywood Boys. C'est, selon moi, j'en parlais tout à l'heure, le meilleur match de, pour l'instant, ce qu'il y a eu dans du Dusty Rhodes Tag Team Classic. Euh, le match est vraiment solide, ça fait 2 fois d'affilée que j'aime beaucoup un match des Bollywood Boys, c'est vrai, l'alchimie entre moi et les Bollywood Boys commence à se faire, même si j'aime pas cette équipe évidemment, mais le match j'ai trouvé vraiment bon, j'ai adoré la performance de Mendoza, il est vraiment super hein, le Mendoza, le mec fait briller tout ce qui bouge, il est vraiment vraiment super. Euh, les Bollywood Boys ont fait aussi un bon job pour rendre Escobar en colère en tout cas, Escobar qui était en dehors du ring évidemment. Il y a eu un bon retour des heals à la fin. Mendoza et Wild font un heel work basique, mais ça marche avec moi. Voilà, le match c'est tout ce qu'il y a de plus basique, mais ça marche bien avec moi. J'ai mis 3,5 à ce match, j'ai vraiment, vraiment bien aimé ce match en tout cas. Ça dure que 9 minutes, quasiment 10 minutes, mais c'est vraiment un match qui m'a en tout cas vraiment plu. Et du coup, on passe au main event de 205 Live. C'était Drake Maverick et Killian Dane contre August Grey et Kurt Stallion. Alors oui, oui, Killian Dane était à 205 Live. 205 Live qui est censé être le show Cruiserweight, poids léger de WWE, et Killian Dane, comment dire, que c'est le premier catcheur de l'histoire du show à
avoir un match alors qu'il est un poids lourd, ce que j'ai trouvé vraiment un peu du foutage de gueule. Clairement, je voulais le dire, 205 Live, c'est un show que j'aime et et qui est le show qui me divertit le plus chez WWE chaque semaine, ou en tout cas presque chaque semaine. Des fois c'est NXT, quelques fois vraiment très rarement c'est SmackDown, mais le plus souvent c'est 205 Live, et ça l'a encore été cette semaine, malgré le fait que j'ai beaucoup de mal avec le fait que Killian Dane combatte à 205 Live, alors que 205 Live, ça nique en fait tout l'ADN que t'as du show, tout ce pourquoi tu suis 205 Live, et je trouve ça vraiment bas de faire ça. Mais donc du coup, voilà, le match en lui-même a duré 10 minutes, je l'ai trouvé vraiment bon. Kurt Stallion est le MVP du match, franchement sa performance est super. Euh, alors, du coup, le match, selon moi, est bon. Maverick a un bon work, Maverick et Nane ont un bon teamwork ensemble, ça marche très bien. Stallion est très bon, je comprends pas le booking du match en fait. C'est Maverick et Nane qui gagnent le match, déjà de une Killian Dane qui gagne en plus dans un show cruiserweight, ça ne me plaît absolument pas. Kurt Stallion qui se fait pin alors que le mec va avoir une opportunité au titre d'Escobar très bientôt, je trouve ça nul. Je, à la limite, faites le pin sur Auguste Grey, on s'en fout, il a pas de programme spécial, mais pourquoi c'est Kurt Stallion qui se fait pin, quoi, je comprends rien. Je veux dire, enfin, voilà, je comprends pas, c'est pas bien. Mais le match est bon, voilà, je mets 3. Mais tu sens clairement que 205 Live, à partir de maintenant, c'est juste un NXT de NXT, en fait. C'est tout ce qu'il y a, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, on met même plus que des cruiserweight, on s'en fout du principe du show. Et voilà, et clairement, 205 Live est vraiment bon. Franchement, l'in-ring de 205 Live est vraiment bon. Évidemment, euh, je veux dire, avec les catcheurs qu'il y a, c'est compliqué de faire que du mauvais. Chez 205 Live, c'est toujours très bon. Mais voilà, en tout cas, pour ce show, qui était quand même bon, hein, comme je l'ai dit. Et on va passer maintenant à SmackDown, le dernier show dont je vais parler dans cette vidéo. Et donc, du coup, SmackDown a commencé avec Roman Reigns et Paul Heyman qui étaient en backstage, juste dans leur salon. Et ils parlaient du contrat, du match entre Roman Reigns et Adam Pearce pour le Royal Rumble. Et donc, du coup, voilà, ça parlait du contrat. Et Paul Heyman a proposé un DQ à Roman Reigns pour son match contre Adam Pearce. Roman Reigns n'a pas répondu. On verra du coup directement Jey Uso qui est sur le ring et qui fait une promo pour dire que Nakamura devrait les remercier de l'avoir fait perdre le Gauntlet match la semaine dernière, parce qu'au moins il n'aura pas à passer contre Roman Reigns au Royal Rumble. Et du coup tu débouches sur un match entre Jey Uso et Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura qui a d'ailleurs son ancien thème qui est revenu. Euh, Bah, je suis heureux de voir son ancien thème de retour à Shinsuke Nakamura. Clairement, c'est une pop de malade que j'ai eu quand j'ai entendu son ancien thème, mais je m'en suis même pas rendu compte tellement j'aime son ancien thème et tellement j'ai l'habitude de revoir des vieux matchs de Nakamura à sa grande époque, NXT. Voilà, c'est enfin, aussi chez New Japan. J'ai l'habitude même plus d'en voir chez New Japan, mais là, c'est son thème de NXT et vraiment, je suis très heureux de le revoir. Voilà, ça m'a vraiment touché parce que moi-même, étant un énorme fan de Shinsuke Nakamura, j'étais très heureux. Du coup, le match entre Nakamura et Uso va durer 12 minutes. C'est le meilleur match de Jey Uso, hein, clairement, depuis qu'il est pushé chez WWE. Personnellement, j'ai bien aimé le match, vraiment, j'ai mis un bon 3,5. J'ai trouvé l'action vraiment cool. Tu sens que Nakamura, j'ai l'impression que Nakamura il va être push, vraiment, tu sens que le mec s'épanouit vraiment beaucoup plus que d'habitude. Dans le ring, en tout cas, il donne un très bon match à Jitsu quand même. Et franchement, ça a clairement fait le taf. En tout cas, de mon côté, j'ai vraiment bien aimé le match. Du coup, après, on a Paul Heyman qui fait signer le no DQ match à Adam Pearce. Adam Pearce le signe, voilà, s'en fout, il est avec Sonya Deville, qui est un peu sa collègue dans l'histoire. Et voilà, et il signe le no DQ, il va le rapporter à Roman Reigns. Du coup, on a ensuite Natalia contre Liv Morgan, ça a duré 4 minutes 30, j'ai mis 1,75. C'est du Natalia un peu sloppy, du Liv Morgan un peu sloppy. Natalia peut vraiment faire mieux. Clairement, j'ai pas aimé le match, hein, tant que ça, c'était pas fou. Voilà, c'est 4 minutes 30 de catch moyen. Et on va passer sans plus attendre, hein, parce qu'il n'y a rien à dire sur Natalia contre Liv Morgan. C'est une victoire de Natalia suite à une intervention de Billie Kay qui fait que voilà, elle était censée un peu accompagner le Riot Squad et finalement elle coûte la victoire à Liv Morgan. Voilà, et on passe à King Corbin contre Rey Mysterio. Victoire de King Corbin en 5 minutes.
J'ai trouvé ça bien, j'ai mis 2,75. Le finish est un peu overbooké avec Dominique qui fait perdre son père. Voilà, je trouvais ça con. Mais l'in-ring du match est bon, c'est du Mysterio qui fait du bon catch, Corbin qui fait un bon heel qui est basique, et, ça ne peut pas être super mauvais, donc voilà, pour moi c'est un bon 2,75 qui dure 5 minutes. D'ailleurs, après le match, Dominique Mysterio va parler en coulisses avec Rey Mysterio et lui dire qu'il veut lui-même affronter King Corbin pour venger ce qui vient de se passer. On a également Roman Reigns qui refuse de faire un ODQ. Il a dit moi j'ai jamais dit que je voulais faire un ODQ, je veux un last man standing au Royal Rumble. Voilà, il veut un last man standing Roman Reigns et du coup il demande à Paul Heyman de faire signer le contrat à Adam Pearce avec un last man standing. Du coup Cesaro contre Daniel Bryan désormais c'est vraiment un très bon match auquel j'ai mis la note de 3,5. J'ai trouvé vraiment ça très bon. C'est du Cesaro contre Daniel Bryan, techniquement ça peut pas être mauvais. Enfin, voilà, l'élection est bonne soumission, bonne technique, pas de botch. Et voilà, c'est du très bon catch. Dans ce qui est pour moi le meilleur match du show, Cesaro contre Daniel Bryan, évidemment, quand tu mets les deux ensemble, ça ne peut faire qu'un bon match. Et forcément, voilà, les deux mecs dans le ring, tu sens que c'est super, quoi. C'est Cesaro qui bat donc Bryan avec son neutralizer. J'espère vraiment que Cesaro va avoir un push. Cesaro et Nakamura, c'est deux mecs que j'ai l'impression qu'ils se font pusher en ce moment. J'espère que ça va se concrétiser en tout cas. Et, là, ils ont clairement délivré deux excellents matchs, comme on en a très rarement à SmackDown. Et du coup, on va passer désormais au main event. D'abord, avant le main event, on a eu Apollo Crews contre Sami Zayn. Donc ça a duré 3 minutes 20, victoire d'Apollo Crews. Voilà. Apollo Crews, je sens qu'il va heel turn, il a l'air d'être un peu avec Roman Reigns, voilà. Il est un peu protégé par Roman Reigns, voilà, mais le match en soi est pas ouf, je mets 2. Biggie est au commentaire du match. Le match, à mon avis, c'était plus un number one contender au Intercontinental qu'autre chose. Le Sami Zayn se fait mal boucler, j'ai l'habitude, voilà. Et du coup, le main event, c'était Roman Reigns qui arrive sur le ring et Adam Pearce arrive sur le ring à son tour avec le contrat qu'on lui a proposé un peu plus tôt pour la semaine standing. C'est Adam Pearce qui arrive. Du coup, il y a également Jey Uso et Paul Heyman qui sont là. Euh, on a Adam Pearce qui signe le contrat. Il le donne à Roman Reigns le signe, Adam Pearce s'en va, le last man standing est conclu. Adam Pearce, arrivé sur la rampe d'entrée, il se retourne, il prend un micro, il dit que le match sera pas conclu. Kevin Owens arrive, ça fait chier Roman Reigns évidemment. Roman Reigns, j'ai adoré son acting quand Kevin Owens il arrive, le mec il avait l'air saoulé, blasé là. Il a la flemme d'affronter Kevin Owens, j'ai l'impression, c'est dingue. J'ai trouvé ça super cet acting de Roman Reigns. Et Kevin Owens donc affrontera Roman Reigns au Royal Rumble et le show se finit comme ça. Alors le show était vraiment cool. Je conseille vraiment le Uso Nakamura et le Cesaro Bryan. Évidemment, c'est deux excellents matchs de catch. Enfin voilà, c'est déjà Cesaro, Bryan, Nakamura, un peu moins Uso, qui me saoule beaucoup plus qu'autre chose depuis son push. Mais voilà, mais Nakamura, Cesaro, Bryan, voilà, et les mecs sont tellement bons, c'est pas possible de faire des mauvais matchs avec eux. Et SmackDown qui est très bon d'ailleurs. Et on va passer maintenant à mon top 3 des meilleurs matchs de WWE de la semaine. On commence avec le numéro 3, c'était Jey Uso, je viens d'en parler, contre Shinsuke Nakamura, excellent match, qui montre vraiment le retour de Nakamura à son plus haut point, notamment avec le nouveau theme song en plus, enfin l'ancien theme song qui est ramené en tant que nouveau theme song du coup, et qui me fait bien plaisir d'ailleurs de voir ça. Du coup, en numéro 2, je vais parler de NXT avec Candice LeRae contre Shotzi Blackheart. Il a également un 3,5. Mes 3 meilleurs matchs de la semaine chez WWE sont 3 fois 3,5. Candice LeRae contre Shotzi Blackheart, un excellent match d'un peu plus d'une dizaine de minutes en opener de NXT qui était très très bon avec du bon storytelling et que j'ai bien apprécié et que je conseille en tout cas. Et le meilleur match de la semaine, c'est selon moi Cesaro contre Daniel Bryan, encore du côté de SmackDown. SmackDown qui a délivré 2 des 3 meilleurs matchs de la semaine du côté chez WWE. Et Cesaro contre Bryan, bah déjà, vu le nom des deux catcheurs, on se doute que ça va pas être mauvais. Et du coup, c'est fini pour ce résumé WWE de la semaine du 11 au 17 janvier 2021. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et la semaine prochaine pour le prochain résumé de la semaine. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.